Donc première question, qu'est-ce qu'on entend par harcèlement? Alors, il y a trois choses qu'on retrouve à peu près dans toutes les définitions des chercheurs qui travaillent sur ce thème-là. Le premier, c'est la question de l'intentionnalité. Donc, c'est des actes volontaires. Deuxième élément qui est essentiel, c'est la répétition des faits. Donc, le harcèlement, c'est un fait dans la durée. Troisième élément, il y a un déséquilibre de pouvoir entre les protagonistes. Alors, le pouvoir, ça peut être le pouvoir physique. Il y en a un qui est plus fort que l'autre, ou une qui est plus forte que l'autre. Ça peut être aussi la popularité, la réputation, l'habileté sociale. Tout ça pour distinguer en fait le harcèlement d'un accident, d'une bagarre entre amis. Donc, les amis qui se connaissent, qui sont de la même force, et qui quelque part se chamaillent un peu dans un commun accord, on ne va pas considérer que c'est du harcèlement. A priori, un événement isolé, ce n'est pas du harcèlement, quoique. Parce qu'un élément isolé, ça peut aussi porter à conséquence. Mais a priori, on met dans la définition l'accent sur la répétition. Alors, c'est une définition qui n'est pas sans poser de problème. La question de l'intentionnalité, par exemple. Comment est-ce que vous pouvez, de l'extérieur, décider que c'était intentionnel ou pas? Et la question du décalage, du déséquilibre de pouvoir ou de rapport de force, de l'extérieur, c'est pas toujours évident. J'y reviendrai. Ce qui est important aussi, c'est que, un peu comme les témoignages qui l'ont illustré, finalement, le harcèlement, ça peut prendre une multitude de formes. Ça peut être verbal, des moqueries, des insultes. Ça peut être physique, évidemment, des coups, tirer les cheveux, pincer, bousculer. Ça peut être matériel, la vue avec la valise, remplie de vomi. On peut cacher des affaires de gym, on peut jeter de l'encre sur une veste, dérober des objets. Plus subtil, ça peut être relationnel. C'est-à-dire, c'était dans les témoignages aussi, quand quelqu'un veut venir jouer avec nous, on s'en va tous. Ou on fait courir des rumeurs. Ou je m'arrange pour qu'une telle ou un tel, je lui fasse une sale réputation. Ou je vais essayer, je sais qu'un tel ou une telle a un bon ami, et je vais essayer de m'arranger pour que cette amitié prenne fin, ou essayer de mettre de l'eau dans le gaz de cette relation. Et finalement, plus moderne, plus branché, on peut évidemment faire ça dans l'espace numérique, puisqu'on peut utiliser les smartphones, les textos, l'Internet, les mails, Facebook, etc., pour mettre des photos, des films, envoyer des insultes, des messages moqueurs, etc. On peut créer un groupe sur Facebook. Et donc, tout ça pour vous dire qu'évidemment, ce n'est pas la forme qui définit le harcèlement. C'est le type de relation qui se noue entre la victime et le ou les harceleurs qui va définir le harcèlement. C'est la définition que ça met. Et donc, la définition sur laquelle moi je travaille, parce que je la trouve plus opérationnelle, je disais, c'est le problème d'intention, de pouvoir, c'est l'idée que ce sont des actes négatifs, volontaires, qui sont répétés à l'égard d'une personne qui ne sait pas comment faire pour que ça s'arrête. Donc une des caractéristiques du harcèlement, c'est que la victime elle aimerait bien que ça s'arrête, et elle se sent impuissante pour y mettre fin. Ça c'est le point de vue, je dirais, des chercheurs en psychologie. Et puis je vais laisser Nathalie enchaîner sur les aspects légaux de la question. Vous allez voir que le droit n'appréhende pas toujours nécessairement la question du harcèlement de la même manière, parce que vous allez voir qu'il y a des éléments dans le droit qui vont distinguer la façon dont on peut appréhender juridiquement le harcèlement, donc on va pouvoir éventuellement lui donner une suite juridique, pénale ou civile, de la façon dont on peut l'appréhender sur le terrain plus psychologique, et donc on va pouvoir trouver d'autres solutions que des solutions juridiques, je veux dire. Et donc c'est vrai qu'il y a dans le code pénal un article qui va réprimer le harcèlement. C'est l'article 442 bis. Alors dans cet article, il y a des éléments qui sont vraiment importants, puisque l'article dit que quiconque, n'importe qui, aura harcelé, et donc on va voir que c'est assez spécifique de parler de définir le harcèlement en disant quiconque aura harcelé, puisque on ne définit rien du tout en fait. Et donc, quiconque aura harcelé une personne alors qu'il savait ou qu'il aurait dû savoir, donc ça veut dire qu'il y a vraiment un élément de connaissance ou d'impossibilité de ne pas savoir, donc c'est pas possible dans les conditions de l'espèce, dans les circonstances, de ne pas savoir, qu'avec le comportement qu'il adoptait, il allait, et ça c'est un élément très important, affecter gravement la
tranquillité d'une autre personne. Et à ce moment-là, eh bien, le droit pénal dit, ben voilà, c'est une peine d'emprisonnement de 15 jours à 2 ans, une amende, etc. Bon, ce ne sont pas les peines qui sont appliquées, puisque, vous le savez ou vous ne le savez pas, mais lorsqu'un juge prononce une sanction, il va multiplier la peine par un certain nombre de chiffres, et donc on aura une peine effective. On ne va pas s'intéresser à la sanction ici maintenant, mais je pense que ce qui est important, c'est de peut-être essayer un peu de décortiquer derrière le jargon juridique ce que ça peut viser, ce comportement de harcèlement, ou ces comportements de harcèlement au niveau de la loi. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est assez particulier puisque le Code pénal va définir le harcèlement comme étant du harcèlement, et donc ne donne pas en fait de définition en tant que tel. Et donc il a fallu quand même se pencher sur la jurisprudence et sur un certain nombre d'éléments pour déterminer que effectivement le harcèlement dans le Code pénal, c'est véritablement toute forme de comportement qui est déviant. Donc déviant, mais déviant par rapport à quoi? C'est là la spécificité évidemment du droit et du droit pénal, c'est que ici on va considérer que c'est un comportement qui est déviant par rapport à la vie en société, par rapport aux normes qui sont adaptées en société. Et donc, c'est donc le magistrat qui, à un moment donné, saisi d'une question sur le harcèlement, va devoir se dire, voilà, ça j'estime que c'est une attitude qui est déviante par rapport à la norme, qui est la norme sociale pour respecter le vivre ensemble et le bien vivre en société. Et donc, je vais vous donner toute une série d'exemples aussi qui vont être parlants après. Mais donc, c'est n'importe quel comportement déviant. Donc, ça peut être aussi bien, prenons par exemple la situation d'une personne qui aurait décidé que tous les jours, pendant sa promenade matinale, il va s'installer avec son chien et s'asseoir sur le seuil de la porte d'une personne qu'il connaît. Simplement s'asseoir, simplement passer du temps, ça peut aussi être un comportement qui peut être considéré comme déviant, puisque d'une manière ou d'une autre, il va empêcher l'autre personne de sortir et il va créer une tension autour de cette personne, puisqu'il va lui imposer tous les jours sa présence. Donc, on n'est pas ici dans un acte de violence, on n'est pas dans un acte injurieux, on est dans un comportement qui est banal, mais qui pourrait être considéré comme déviant. Comme la personne qui va, par exemple, porter des fleurs systématiquement à son voisin ou à sa voisine ou à un de ses collègues de travail. Ça pourrait être considéré comme un comportement, même si ça peut être très agréable, mais qui peut être jugé comme étant un comportement déviant par rapport aux normes, en tout cas, de la société. Alors, évidemment, ce type de harcèlement, ce type de comportement déviant, ça vise évidemment aussi bien des comportements qui sont des comportements un peu anodins, mais qui peuvent prendre des formes dérangeantes lorsqu'ils se passent dans un contexte particulier ou lorsqu'ils se répètent, bien qu'on va voir que l'élément de répétition n'est pas nécessaire dans cette situation-ci. Ou bien ça peut être aussi des comportements qui sont des comportements extrêmement graves, qui sont des comportements d'actes de menace, d'injures, de violence, de harcèlement sexuel, hein, donc avec des invitations à avoir des relations sexuelles ou à participer à des activités sexuelles qui ne seraient pas nécessairement désirées par l'autre personne. Et donc c'est tout type, évidemment, de comportements qui sont visés par le Code pénal. Donc, sur une échelle de celui qui pourrait être considéré comme étant le plus normal, mais qui aussi pourrait être considéré comme déviant par rapport à un contexte particulier, à celui qui, évidemment, va faire l'unanimité quant à son inadéquation par rapport à la vie en société. Et ça concerne aussi tous les individus. On est dans une possibilité d'appliquer le Code pénal au harcèlement entre élèves, bien que, à part pour des situations extrêmement graves, je ne pense pas, on aura l'occasion d'en parler aussi cet après-midi, que ça soit la solution la plus ad hoc, mais ça vise aussi tous les individus, donc c'est aussi bien la situation des deux voisins qui se disputent en permanence et qui ne savent plus quoi inventer pour se déplaire. Donc, par exemple, on a eu un cas comme ça au centre, bien qu'on n'était pas compétent, mais c'était une dame qui vidait systématiquement sa poubelle avec des déchets de fruits de mer,
sur le bord de sa clôture, de manière à ce que son voisin ne puisse plus en été s'installer dans son jardin, tellement l'odeur allait être incommodante. Et donc, voilà, donc ça peut être des situations qui visent tout le monde au quotidien. Donc, un autre élément important au niveau du code pénal, c'est donc, je vous ai dit, il n'y a pas de définition en tant que telle de la définition du comportement de harcèlement. Et donc, le fait d'affecter gravement la tranquillité d'une personne, c'est évidemment une notion qui est à apprécier au cas par cas. Qu'est-ce qui va affecter gravement la tranquillité d'une personne? Est-ce que le fait de mettre de la musique très fort chez soi, est-ce que c'est du harcèlement ou est-ce que c'est simplement un trouble de voisinage qui pourrait se régler simplement en discutant avec son voisin? Qu'est-ce qui va affecter gravement la tranquillité d'une personne? Et donc ça implique qu'on va apprécier la situation au cas par cas. C'est évidemment dans un contexte général qu'on va voir si oui ou non la situation est une situation de harcèlement. Et alors, un élément qui est très important, et à l'inverse de ce que Benoît vous a dit par rapport à la définition plutôt scientifique que les scientifiques donnent du harcèlement, le harcèlement pénal, lui, il ne doit pas être nécessairement répétitif. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'on a décidé ça? J'en vois qui froncent les sourcils. C'est vrai qu'on a l'habitude de penser que le harcèlement, ce sont des faits qui se répètent et qui s'étalent sur une longue durée. Justement, au moment où on a adopté l'article 442 bis, on a réfléchi sur le fait de dire, mais voilà, est-ce que si demain, et pensez au film de Sophie Peters qui a fait tellement de bruit, est-ce que si demain une femme se fait aborder dans la rue par un individu et qu'elle lui dit non écoutez je n'ai pas du tout envie d'aller boire un verre avec vous, merci de me laisser, et que cet individu la suit et réitère son invitation de manière plus ou moins appuyée, est-ce qu'on va pouvoir parler de harcèlement? Si on avait adopté l'idée que le harcèlement devait être répétitif, il aurait fallu que cet individu réitère plusieurs fois son invitation, et donc que le simple fait d'insister dans la minute où il avait essuyé le refus, ça n'aurait pas été suffisant. Or, le législateur s'est dit, on veut pouvoir viser ces cas-là aussi. Des cas où une situation qui est unique en temporalité peut être une situation qui porte gravement atteinte à la tranquillité d'une personne et doit pouvoir être visée aussi par la loi pénale. Évidemment, il y a des situations qui se répètent et on a des cas de harcèlement qui sont des cas de harcèlement répétitifs, mais ça n'est pas indispensable pour que le code pénal s'applique. Et donc, voilà. Et donc, ça veut dire aussi que la loi, et là on rencontre la situation qui a été décrite par Benoît et qui va apparaître dans le slide suivant. Et donc Benoît vous a dit qu'il faut que ce soit un comportement qui est volontaire. Oui, en droit aussi. Il faut ici, puisqu'il s'agit d'une infraction pénale, c'est une infraction qui va devoir être jugée par le tribunal correctionnel, il faut qu'il y ait évidemment une intention de harceler. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il doit y avoir une intention méchante, une intention de nuire. Donc ça veut dire que l'acte qui est posé doit être un acte volontaire consenti par la personne qui le pose. Donc ça veut dire que la personne qui interpelle cette dame dans la rue et qui lui demande d'aller boire un verre ne doit pas nécessairement avoir une mauvaise idée derrière la tête. Il faut que simplement il se soit positionné volontairement pour proposer ça, peu importe finalement qu'il ait voulu déranger la personne, pour autant qu'il ait pu se rendre compte à un moment donné que, mais oui, quand une jeune femme se promène dans la rue et qu'elle se fait aborder par un individu sans qu'elle ait nécessairement envie d'être abordée ou d'avoir une conversation avec cet individu, eh bien la personne qui l'aborde doit savoir que ça va affecter gravement sa tranquillité. Et donc, il n'a pas voulu la harceler, mais il aurait dû savoir qu'il allait la déranger quand il l'a abordée. Alors ça, c'est l'idée d'appliquer le code pénal. Maintenant, et je vais mettre l'accent sur le harcèlement discriminatoire, il y a dans le code pénal aussi, et c'est très important parce que ça va bien au-delà de la discrimination, il y a une sanction spécifique qui est prévue quand le fait de harceler une personne se fait avec un mobile de haine par rapport à ce que cette personne représente.
Alors, on parle là de situations qui sont des situations, en général, des situations très graves, qui vont être des situations qui souvent vont s'accompagner de coups et de blessures, mais on pense par exemple à une série de situations qui visent des couples de même sexe qui se promènent dans la rue et qui peuvent être victimes à ce moment-là d'une série d'injures par rapport au fait qu'elles sont homosexuelles et qui peuvent ensuite être aussi victimes de ce qu'on appelle du gay bashing, donc des coups, des blessures, etc., à l'encontre de ces personnes en raison de leur homosexualité et parce que la personne qui attaque ces personnes le fait avec une haine de ce qu'elles représentent, avec une haine de, entre guillemets, même si j'aime pas ce terme, la communauté à laquelle ils ou elles appartiennent. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le crime de haine. Ce sont des situations extrêmement graves et le centre, en général, se constitue partie civile contre les auteurs de ce type de fait. Donc, un des exemples, on va au-delà du harcèlement, mais c'est évidemment l'affaire Jarfi qui a été fortement médiatisée. Alors maintenant, venons-en plus spécifiquement à l'école. Parce que je vous l'ai dit, l'outil pénal, pour moi, n'est vraiment pas un outil qui est adapté aux situations qui se présentent à l'école. Et Benoît l'a dit, et dans les témoignages, c'était assez frappant, les situations qui se présentent à l'école, finalement, sont des situations qui vont, comme dans plein de cas de harcèlement, faire flèche de tout bois. Donc ce sont des situations dans lesquelles finalement le harceleur ou les harceleurs vont faire flèche de tout bois. Mais ce qui se passe, c'est qu'en 2008, la Fédération Wallonie-Bruxelles, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant, a décidé d'adopter un texte, un décret, qui allait lutter contre toutes les formes de discrimination, en tout cas contre certaines formes de discrimination, mais il en embrasse beaucoup, et notamment contre certaines formes de discrimination qui vont se présenter dans le milieu scolaire, donc à l'école. Alors, ces formes de discrimination, c'est toute une série de comportements qui sont interdits par le décret de la communauté française et qui se basent sur une série de critères sur lesquels je viendrai après, mais qui sont des critères protégés. Et le décret, et ça c'est un élément important, parce que je pense que c'est un élément qui ne ressort pas assez souvent des situations qu'on rencontre. Un des éléments importants de ce décret, c'est que justement, le fait de harceler, et de harceler sexuellement un des bénéficiaires de l'enseignement, c'est une situation qui est considérée par le décret comme une discrimination à part entière, à partir du moment où ce harcèlement repose sur un des critères, qui est un critère qui est protégé par le décret de la communauté française. Et là, le décret de la communauté française, à l'inverse du code pénal, il va donner une définition du harcèlement. Et vous allez voir que cette définition va effectivement plus rencontrer sur certains points la définition que Benoît vous a donnée par rapport à la définition scientifique de l'enseignement, du harcèlement, mais pas tout à fait. Vous allez voir pourquoi. Et donc, le décret antidiscrimination dit que le harcèlement, c'est des conduites indésirables qui sont abusives et qui sont répétées. Vous voyez que l'élément de répétition ici est présent, à l'inverse de ce qui se passe au niveau du code pénal, et qui se traduisent notamment, donc pas exclusivement, par, et là on est beaucoup plus explicite, ça peut être des paroles, donc on est dans la situation des injures, des intimidations, on est dans la situation des menaces, une série de menaces, de menaces plus ou moins explicites, des actes. Vous avez entendu évidemment dans les témoignages que les enfants, lorsqu'ils sont, les jeunes, lorsqu'il y a des situations de harcèlement, posent une série d'actes symboliques, que ce soit se frotter, se nettoyer, mais aussi vouloir salir l'autre d'une manière ou d'une autre, ou salir les objets qui lui appartiennent. Des gestes et des écrits, et là on est vraiment aujourd'hui en plein dans ce qui se passe avec les médias sociaux, évidemment, Facebook, Twitter, Ask, surtout Ask, parce que je pense que c'est vraiment un processus qui peut mener à des processus de délation absolument infâmes. Et donc, on est en plein là-dedans, qui ont pour objet ou pour effet. Et là, je pense que c'est ça qui est très très important dans la définition, parce qu'en ça, on va se démarquer de ce que Benoît vous a dit par rapport à la définition scientifique.
Avoir pour objet ou pour effet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut être évidemment des actes qui sont intentionnels. Ça peut être évidemment, comme on l'entendait, ce jeune garçon qui dit, ben voilà, elle a dit à tout le monde que j'étais amoureux d'elle, ça j'ai pas pu supporter. Et donc j'ai décidé qu'elle allait mourir psychologiquement à l'école. J'ai décidé que j'allais la, entre guillemets, tuer psychologiquement et que ce que je voulais, c'était aboutir au fait qu'elle s'en aille. Mais ça peut aussi être des faits qui n'ont pas été voulus comme du harcèlement. Par exemple, dans la classe, il y a une petite fille blonde et toute la classe n'arrête pas de faire des blagues sur les blondes. Ça fait rigoler tout le monde, même le prof. Alors évidemment, c'est pour rire. Évidemment, on veut uniquement faire rigoler les autres et la faire rigoler elle aussi éventuellement. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe? Chez elle, ça va produire l'effet d'être une situation qui va créer autour d'elle une atteinte à sa tranquillité et ça va être une situation qui va créer un comportement qui est intimidant et qui est dégradant pour elle. Ça va porter atteinte à sa dignité. Et donc, je pense que si on passe au slide suivant, je vous ai déjà donné pas mal d'éléments. Donc, pour rappel, il faut des conduites qui soient répétées, je vous l'ai dit. Il faut que ça soit, je viens de vous l'expliquer, un ensemble de faits qui vont générer une dynamique hostile. Par exemple, on commence, et ça apparaissait très bien dans les témoignages, par une exclusion. On met la personne à l'écart, on ne veut pas travailler avec elle, on ne veut pas lui passer ses coups quand elle a été malade. Et puis c'est des insultes, t'es moche, t'es grosse, tu pues, t'es qu'un sale arabe, etc. Et puis des menaces, écoute, si tu me files pas ton iPod, ça va mal se passer pour toi à la sortie de l'école, éventuellement du racket, et puis on peut en arriver à des violences. On a eu au centre des situations dans lesquelles des élèves étaient roués de coups, non pas dans l'enceinte de l'école, mais à la sortie de l'école. Et donc ce sont des situations qui peuvent se poursuivre aussi en dehors de l'école, et aussi évidemment sur Facebook, sur Twitter, sur Ask, etc., avec l'impact des médias sociaux, situation de cyberharcèlement. Je vous l'ai dit, il ne faut pas nécessairement que ça soit intentionnel. Et alors j'en viens maintenant, avant de rendre la parole, presque la parole à Benoît, pour qu'il vous donne des éléments qui sont un peu moins juridiques, c'est que, évidemment, pour que le harcèlement soit considéré comme discriminatoire, il faut qu'il porte sur une série de critères, qui sont des critères qui sont limitativement énumérés dans le décret de 2008 relatif à la lutte contre les discriminations. Si vous voulez consulter ce décret, vous pouvez le trouver sur le site de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais vous pouvez aussi le trouver sur le site du Centre pour l'égalité des chances, www.diversité.be, où l'ensemble des textes relatifs à la lutte contre les discriminations sont présents. Alors les critères sur lesquels, et j'ai mis en gras ceux qui sont les plus souvent utilisés en termes de harcèlement, c'est évidemment ce qu'on appelle la prétendue race, puisqu'aujourd'hui on ne parle plus de race, mais donc c'est le fait d'être d'une prétendue race distincte, la couleur de la peau, t'es qu'un noir, t'as vu, oh, c'est jaune, donc l'origine nationale ou ethnique, c'est une Shintok, c'est un arabe, le sexe, t'es qu'une fille, ou ou bien alors t'es ni une fille ni un garçon, qu'est-ce que t'es en fait, donc voilà, et vous aurez l'occasion d'aborder ces questions dans l'atelier de Florence, de Danuta et de Karine, je pense, cet après-midi. Le handicap, alors il faut savoir que le handicap est un des critères pour lequel le centre reçoit le plus souvent des signalements en matière de harcèlement, donc c'est la situation de la personne qui a un handicap physique. On se souvient d'une situation d'un jeune garçon qui était dans l'enseignement, pas dans l'enseignement ordinaire, mais dans l'enseignement spécialisé, et qui quelque part était un peu plus handicapé que ses congénères, et qui était systématiquement victime, par exemple, on l'attachait régulièrement sur le siège des toilettes, et puis il ne réapparaissait pas au cours, et puis les profs se demandaient où il était, et il était attaché sur le siège des toilettes, parce qu'il était handicapé, plus handicapé encore que les autres. L'état de santé, mais aussi surtout la caractéristique physique, évidemment. T'as des lunettes, t'as vu ta tronche, t'es plein de boutons, on dirait un clavier d'ordinateur, mais t'es grosse, t'es moche, et donc voilà. La conviction religieuse, t'es pas une bonne musulmane, pourquoi tu portes pas le voile, t'as vu comment tu te comportes, t'as vu comment tu te maquilles, ou bien, mais pourquoi tu portes le voile, qu'est-ce qui te prend, donc voilà, donc ça c'est la situation sur laquelle on se base
par rapport aux convictions religieuses. L'orientation sexuelle, évidemment, t'as vu des efféminés, des tapettes, t'es qu'un sale PD, etc., on va te faire ta fête, etc. Et puis, la langue, le fait de parler ou de ne pas bien parler le français, le fait aussi de parler, par exemple, d'être néerlandophone et de se trouver dans une école francophone et de parler avec un accent, on ne comprend rien à ce que tu racontes, comment tu t'exprimes. Et alors, l'origine sociale, avec évidemment indirectement l'apparence vestimentaire, c'est-à-dire l'apparence vestimentaire n'est pas un critère qui est visé, mais on va le mettre dans l'origine sociale ou dans la fortune. Enfin, t'as pas le jeans machin, ou t'as pas les chaussures trucs, alors toi t'es pas in, t'es pas people dans l'école, et donc on te met sur le côté et on va plus te parler. Alors, je vous ai dit qu'au centre on recevait des situations de harcèlement, et si on passe aux chiffres, et puis après je me tais, on a des situations de harcèlement qu'on reçoit au centre, de harcèlement discriminatoire, mais on n'en reçoit pas beaucoup. Alors moi, à titre personnel, je ne traite pas les plaintes en matière de harcèlement ni les plaintes au centre, mais Florence, qui est là dans l'Assemblée et que vous pourrez voir cet après-midi dans l'atelier, est notre spécialiste de l'enseignement au niveau du centre. Donc, si vous avez des questions à poser sur des cas particuliers, c'est vraiment chez elle qu'il faut aller. Mais d'après les chiffres que Florence m'a donnés, voilà, on est vraiment dans un phénomène de sous-rapportage par rapport à l'ampleur du phénomène de harcèlement à l'école. Hein. Donc on sait qu'en 2012, on a eu 108 dossiers relatifs à l'enseignement, communauté française et communauté flamande confondues, et dans lesquels il y avait 11 dossiers de harcèlement discriminatoire. Donc ça veut dire très peu. En 2013, on a eu un peu plus de dossiers relatifs à l'enseignement, toujours comme toute communauté linguistique confondue, donc 150, et une petite augmentation du nombre de dossiers en matière d'harcèlement. Alors, donc ça fait très peu, parce qu'on a eu 15 dossiers sur du harcèlement entre élèves en 2013 au centre. Ça ne veut pas dire évidemment qu'il n'y avait que 15 dossiers pour toute la Belgique, hein. Ça veut dire simplement que soit le fait n'est pas perçu comme du harcèlement, soit le fait n'est pas perçu, est perçu comme du harcèlement, mais on n'a pas vu qu'il y avait un aspect discriminatoire dans ce type de harcèlement, qu'on s'intéressait plus particulièrement à une des caractéristiques de la personne, de l'élève, qui était justement protégée par le décret antidiscrimination. Et vous voyez que les critères sur lesquels le harcèlement, dont nous avons eu officiellement connaissance, ont été en priorité le critère de la race, hein, donc, et ensuite le critère du handicap et de l'orientation sexuelle. Donc le harcèlement sur l'orientation sexuelle à l'école, le harcèlement homophobe est présent également et donc est encore très vivant. Voilà, je te rends la parole, Benoît. Comme Nathalie vient de le dire, une des difficultés du harcèlement, c'est que il faut savoir qu'on a des victimes, et puis malheureusement, il y a des enquêtes qui montrent que les victimes de harcèlement ont tendance à pas beaucoup en parler. Et les dernières personnes qu'elles vont trouver quand elles vont en parler, c'est les professionnels de l'école. Pourquoi? Quand on interroge les élèves, parce qu'en fait les victimes pensent que soit ça ne va rien arranger, soit ça va empirer les choses. Et les témoignages, malheureusement, qui sont recueillis dans certaines enquêtes, montrent que de fait, une bonne partie des élèves qui en ont parlé à des enseignants disent que la situation s'est empirée après qu'ils en aient parlé. Bref, donc voilà, est-ce qu'on en a beaucoup ou pas en Fédération de Bruxelles? Alors, c'est comme pour beaucoup de choses en Fédération de Bruxelles, on n'a pas beaucoup de chiffres. C'est difficile d'en avoir. On manque en fait d'études systématiques. Et quand des chiffres existent, ils ne sont pas répertoriés, ils ne sont pas centralisés, donc c'est difficile d'avoir une vue d'ensemble. Il se trouve que la Fédération de Bruxelles participe à une enquête internationale sous l'égide de l'OMS qui a lieu tous les 4 ans. Et dans cette enquête, il y a 2 questions qui s'approchent de harcèlement. Une, plutôt, qu'est-ce qui vous arrive? Et l'autre, qu'est-ce que vous faites? Si on se réfère au chiffre de 2006, on a grosso modo une vingtaine de pourcents des élèves qui se déclarent victimes et une dizaine de pourcents qui se déclarent auteurs. Donc vous l'aurez compris, la meilleure façon d'avoir des chiffres un peu fiables sur ce phénomène, c'est d'aller demander aux élèves. D'aller demander aux élèves soit ce qu'ils ont observé parmi les autres élèves, soit ce qui leur est arrivé personnellement. Et donc bah, voilà, vous avez la chance d'être là aujourd'hui, vous avez fait l'effort de venir. Petite exclusivité pour vous, on a compilé des chiffres de différentes enquêtes qu'on avait faites entre 2011 et 2013, et donc je vous présente aujourd'hui en exclusivité
les chiffres qu'on a sur 6500 élèves de la Fédération de Bruxelles, de la 6e primaire à la 3e secondaire, sur ce que les élèves disent qui leur arrive et qui reconnaissent commettre à l'égard des autres élèves. Donc on a un échantillon ici qui va de 10 à 19 ans, avec une moyenne de 14 ans, un équilibre filles-garçons, une grande diversité géographique, donc on a été dans différents lieux en communauté française, aussi bien sur la région bruxelloise que la région wallonne, grande diversité sociodémographique. Et ici, c'était un questionnaire qui est cette fois-ci plus une question pour les auteurs et victimes, mais 8 questions qui couvraient aussi bien les aspects verbaux que physiques, que matériels et que relationnels. Ces questions qu'on n'avait pas, parce qu'on ne les a pas dans tous les groupes qu'on a interrogés, c'est sur le cyberharcèlement. Alors, qu'est-ce que ça donne? Essayez d'imaginer, vous, spontanément, si on vous posait la question, voilà, il y a des journalistes qui viennent vous trouver et qui vous demandent, voilà, combien d'élèves sur 10 sont concernés par du harcèlement? Qu'est-ce que vous répondriez? Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on les a interrogés, nous, sur à la fois ce dont ils étaient victimes et ce qu'ils reconnaissaient avoir commis. Donc on a d'un côté de la victimisation et de l'autre côté du harcèlement. Et là, on a fait comme nos collègues au niveau international font dans d'autres pays, c'est qu'on a essayé de voir s'il y avait des profils. Là, je ne vais pas juste vous donner des chiffres bruts. On a essayé de regrouper ce phénomène parce que, en fait, bien entendu, les élèves prennent des rôles très très différents. D'abord, il y a des élèves qui peuvent ne pas être concernés, ou juste comme témoins. C'est-à-dire eux-mêmes ne sont pas impliqués comme victimes, et eux-mêmes ne harcèlent pas d'autres élèves, n'embêtent pas d'autres élèves. Un autre profil possible, c'est le profil de victime. C'est-à-dire c'est des élèves qui sont surtout embêtés par les autres, mais qui embêtent très peu les autres. Un troisième profil, c'est l'inverse, c'est-à-dire des élèves qui embêtent, mais qui eux-mêmes sont préservés. Et puis vous avez un quatrième profil, qui est ceux qui embêtent les autres, mais qui sont aussi souvent embêtés et pas un peu. Et donc on a essayé de voir un peu ce que ça donnait, et comment ça se répartissait au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors vous avez là un magnifique graphique en couleur, qui présente ça. Donc pour les allergiques aux chiffres, j'explique un petit peu. Donc je vous ai dit, hein, il y a en bleu la victimisation, en vert le harcèlement, et plus la barre est haute, évidemment, plus les élèves de ce groupe-là sont souvent victimes. Et donc vous avez les 4 groupes dont j'ai parlé ici. On peut les prendre en un ordre ou l'autre, c'est pas très important. Vous avez ici donc ceux où c'est le plus bas. C'est les élèves non impliqués. 65% ici, dans l'échantillon, des élèves qui en fait peuvent être témoins, mais ne sont pas directement impliqués. On a ici un profil où c'est plutôt des élèves qui sont victimes. On a une barre bleue qui est très haute, la barre verte est quasiment au même niveau que les non impliqués. Donc ça c'est les victimes. C'est les élèves qui disent qu'il leur arrive des choses. Un peu tout. 16% aussi. Vous avez ici un groupe, vous voyez que c'est la barre verte qui monte, donc ça c'est plutôt ceux qui déclarent embêter les autres. Et là on est à 14%. Et puis on a un petit groupe ici, c'est eux qui ont les barres les plus hautes, aussi bien pour la victimisation que pour le harcèlement, et eux c'est 5%, et ça c'est les harceleurs victimes. Donc c'est ceux qui sont le plus souvent victimes et le plus souvent harceleurs, et c'est un petit groupe qui est vraiment, lui, dans des gros problèmes, des grosses difficultés relationnelles avec les autres. Donc c'est un peu cohérent avec ce que j'ai dit avant, on était à 30% avec les chiffres de l'OMS des camps d'enquête HBSC. Ici on est à 35% des élèves impliqués, donc c'est un peu plus. Dans les proportions des sous-groupes ici, on est grosso modo dans ce qu'on retrouve dans la littérature internationale, on est quand même un petit peu au-dessus. On est un petit peu au-dessus, je disais 30%, ça c'est en général ce qu'on trouve. Ici on est à 35% des élèves impliqués. Donc c'est pas brillant. Donc c'est pas un phénomène rare. Ça ne veut pas dire que tous ces cas-là vont aller aussi loin que les témoignages qu'on a vus. D'accord? Mais ça veut dire que c'est vraiment, en termes de vécu quotidien des élèves, une des premières préoccupations d'un tiers de nos élèves, c'est les problèmes relationnels avec leurs pairs. Soit qu'ils mettent leur énergie à embêter les autres, plutôt d'ailleurs que de se concentrer sur le cours, etc. Soit ils se font embêter. Et on peut évidemment imaginer que, comme condition d'apprentissage, c'est pas optimal. Alors, il y a des questions qu'on aborde souvent face à ça, c'est la différence filles-garçons. Est-ce qu'il y a des grosses différences? Dans nos données, non.
et pas seulement dans ce chiffre-là, il y a d'autres enquêtes qu'on a faites aussi. La différence qu'on trouve, donc vous avez à gauche les filles, à droite les garçons, vous voyez qu'au niveau de la victimisation, c'est équivalent. Donc les filles et les garçons sont aussi souvent victimes. Ce qui se passe, c'est que les garçons sont un peu plus impliqués dans du harcèlement. Donc le rôle de celui qui embête, c'est un peu plus souvent les garçons. Au niveau de l'âge, donc ici je vous ai dit on a 6e primaire jusqu'à 3e secondaire, est-ce qu'il y a des grosses différences? Si je prends d'abord le bleu, globalement oui. Ça diminue quand on passe de la 6e primaire à la 1re secondaire, et ça diminue quand on passe de la 1re secondaire à la 2e secondaire, puis ça a plus l'air de diminuer beaucoup. Par contre, si on regarde au niveau du harcèlement, en vert, là c'est plutôt stable. Ce que ça nous dit en partie, c'est probablement que c'est les plus grands qui embêtent les plus petits. D'accord? Et quand on voit le plus grand, la France défend. Voilà, vous avez autrement, donc là vous avez les 4 profils dont j'ai parlé tout à l'heure, et vous avez l'évolution des profils en fonction des années. Vous voyez que la proportion d'élèves non impliqués augmente quand on monte dans les années, et que le pourcentage de victimes a tendance à diminuer. C'est surtout les deux principales tendances qu'on peut observer. Voilà pour ce qui est des chiffres. Alors, très important aussi, est-ce qu'on a d'autres informations, là je vous ai parlé du genre, de l'âge, est-ce qu'il y a d'autres choses qui permettent d'identifier les victimes de harcèlement? Pas tellement. On a regardé toute une série de choses, et donc on a trouvé que en fait, ce phénomène n'est pas lié à la nationalité des parents, n'est pas lié au fait que les parents exercent ou non un emploi, n'est pas lié à la situation familiale, donc au fait que les parents soient divorcés, séparés, etc. N'est pas lié aux ressources culturelles de la famille, donc la quantité de livres à la maison, le niveau de diplôme des parents, etc. N'est pas lié aux conditions de logement des élèves, qui est un bon indicateur du niveau socio-économique de la famille. Donc c'est un phénomène qui échappe largement à des déterminismes, je dirais, plus sociaux. C'est ce que nos collègues français ont trouvé aussi, à leur grande surprise, parce que c'était une enquête qui a été faite par des sociologues. Autre idée aussi que vous pouvez mettre au placard, c'est l'idée qu'il y a des écoles où ça se produit plus que d'autres. On n'a quasiment aucun effet école dans nos données. D'accord? Donc c'est un phénomène qui est vraiment partout. Et partout présent avec des ampleurs plus ou moins équivalentes. Après, ça peut varier d'une classe à l'autre, mais c'est une autre discussion, et je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Donc ça veut dire aussi que par rapport à d'autres formes de problèmes que peut avoir l'école, des problèmes de comportement, etc., le harcèlement ici, ça semble vraiment quelque chose d'extrêmement répandu dans tous les types de groupes d'élèves. Question en 1000 points. Pour l'instant, je vous ai parlé des élèves. Je vais parler de ce qui se passait entre les élèves. Il peut aussi se passer des choses entre les élèves et les enseignants. Des enseignants qui sont harcelés, arrivé, aussi des élèves qui sont victimes de harcèlement de la part de certains enseignants. Si je vous en parle pas plus, c'est qu'à part des témoignages ponctuels, on n'a pas de chiffres là-dessus. On a bien essayé de faire des enquêtes là-dessus, mais on a eu un peu des problèmes. Donc c'est pas facile, c'est un sujet difficile à aborder. Donc vous voyez aussi le gros décalage entre ce qui est déclaré, ce pourquoi les gens vont porter plainte, si vous voulez, et ce qui se passe dans le quotidien des élèves. Alors, troisième question, est-ce que tout ça porte à conséquence? Vous avez déjà une partie de la réponse, c'est dans la loi. Donc notre société a pris position, clairement, en disant que ce n'était pas spécialement tolérable. Mais aussi, on a maintenant toute une série d'indices au niveau d'études longitudinales, donc qui suivent des élèves, qui regardent si ce qu'ils deviennent, ce qui leur arrive, si leur bien-être change en fonction du fait qu'ils soient victimes, auteurs de harcèlement ou témoins. Donc, je vous repasserai la parole à Nathalie tantôt pour l'aspect des conséquences juridiques, mais ici je m'intéresse plutôt aux conséquences scolaires, psychologiques et sociales. Donc vous avez compris que, et mes collègues y reviendront dans la deuxième partie de la matinée,
Une des difficultés du harcèlement, c'est qu'en fait, vous prenez chaque fait isolément, chacun des faits peut paraître tout à fait anodin ou banal. Une mauvaise blague, un mauvais mot, un jeu déplacé, voilà. Si vous les prenez un par un, on peut discuter. C'est l'accumulation qui souvent fait le harcèlement. Et donc ça, c'est plus difficile à détecter. Et en fait, ce que la recherche nous dit, c'est que c'est justement ça qui est potentiellement dangereux pour le bien-être, pour la santé mentale. C'est la répétition, c'est la chronicité. C'est pas nécessairement la gravité du fait, chaque fait pris isolément. C'est le fait que ça soit répété encore et encore. Alors qu'est-ce qu'on sait au niveau des conséquences pour les victimes? Là, on a toute une série de travaux qui ont été faits et qui ont maintenant fait l'objet de synthèse, donc on est quand même assez confiant dans les résultats qu'on a trouvés. Pas en Belgique, hein, je parle des niveau dans d'autres pays. Ben, oui, ça porte à conséquence. Le harcèlement peut porter à conséquence. La principale, c'est la dépression. D'accord? Comme dans le témoignage qu'on a entendu ce matin, y compris quand on devient jusqu'à l'âge adulte, il y a des gens qui portent encore les séquelles des harcèlements qu'ils ont subis quand ils étaient à l'école. Alors ça peut s'accompagner d'anxiété, ça augmente le sentiment de solitude, et ça peut aller jusqu'à des tentatives de suicide. Ça peut aussi mener, dans certains cas, à l'absentéisme scolaire, puisque la victime évite l'école pour ne plus se retrouver face à ses harceleurs. De nouveau, je répète, ça ne veut pas dire que dès qu'un élève est victime de harcèlement, c'est ça qui va lui arriver. C'est ce qui peut lui arriver, et évidemment, plus le harcèlement dure, plus ça risque de lui arriver. Et plus il a difficile à trouver des élèves, plus ça risque de lui arriver. Alors, si on regarde du côté des auteurs maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on constate, peut-être encore bien plus que chez les victimes, c'est que les auteurs, ils ne vivent pas bien l'école. Donc les victimes peuvent être aussi des élèves qui n'ont aucun problème à l'école, qui continuent en fait à trouver du sens aux apprentissages scolaires, etc., mais ils sont juste difficiles à gérer leur relation avec les autres élèves. Une des caractéristiques des harceleurs, c'est que c'est souvent des jeunes qui ne se plaisent pas à l'école, qui ne voient pas ce qu'on y fait, qui trouvent que ça ne se passe pas bien avec les enseignants. Et si le harcèlement se poursuit, donc si c'est un jeune qui commence à s'engager dans du harcèlement de façon durable, on voit qu'il peut évoluer vers d'autres conduites à risque. Donc c'est notamment lié à la consommation de psychotropes et à l'échec scolaire, donc à la difficulté scolaire. Et donc comme je vous disais, si ça perdure et si ça s'étend encore plus, si ça s'étend à plusieurs milieux de vie, donc si c'est aussi un jeune qui commence à poser des problèmes en dehors de l'école, en famille, etc., il y a vraiment un risque accru d'échec scolaire et d'aller dans la délinquance. Donc il y a des études longitudinales qui ont suivi des jeunes ados et puis qui ont montré qu'ils doublaient en fait, si vous êtes harceleur en secondaire, vous doublez votre risque d'avoir des problèmes avec le système judiciaire quand vous êtes condamné. Alors c'est pas tout, il y a les jeunes qui sont directement impliqués, et puis il y a ceux qui sont témoins, qui sont spectateurs. Et on commence à avoir, là on a moins d'études, mais on commence à en avoir, qui montrent que pour eux aussi ça a des conséquences. Ça augmente leur sentiment de sécurité, sans doute, leur stress, et ça entraîne des perceptions négatives du climat de l'école, ce qui fait aussi qu'en termes de motivation scolaire et de conditions d'apprentissage du climat d'apprentissage, évidemment ça dégrade la situation pour ces jeunes. Donc clairement, la réponse, en termes, je dirais, scientifiques, à la question « est-ce que c'est grave ?», c'est oui. Potentiellement, oui, c'est très grave. Je vous ai dit, c'est des conséquences qui ne sont pas banales. Et je repasse tout de suite la parole à Nathalie pour le risque au niveau judiciaire. Alors, si c'est grave, forcément, ça veut dire que judiciairement, il peut y avoir une série de sanctions qui sont prises. Mais encore une fois, je voudrais insister sur le fait qu'au centre, on ne va mettre en place un processus judiciarisé qu'à partir du moment où on se trouve devant des faits qui sont d'une telle gravité ou à partir du moment où la situation ne peut pas être réglée autrement. Hein. Donc ici, je vous donne vraiment l'état de la législation sur ces questions. Donc, d'une part, il y a
propre à l'école, et là on n'est pas dans le domaine spécifique du harcèlement discriminatoire, on est dans le domaine de l'ensemble des situations de harcèlement. On a dans le décret mission une disposition qui donne la possibilité à l'établissement scolaire d'exclure définitivement l'auteur du harcèlement si, et là donc ce sont des situations qui sont évidemment très graves, mais c'est une atteinte à l'intégrité physique. C'est clair que si un harceleur en vient aux mains avec la personne harcelée ou un groupe de harceleurs, on est dans cette situation-là. À l'intégrité psychologique ou morale, et tel que ça, Benoît vient de vous l'expliquer, c'est évidemment des situations dans lesquelles on voit que l'élève se trouve dans des situations de dépression, dans des situations qui l'amènent à du décrochage scolaire. Et donc là, on est vraiment dans des situations de détresse psychologique ou morale. Ça doit évidemment être des faits qui se portent sur un élève ou un membre du personnel de l'établissement, et ça doit être des faits qui sont compromettants pour la bonne marche de l'établissement. Alors là, c'est évidemment la porte ouverte à toutes les interprétations. Qu'est-ce qui va compromettre la bonne marche de l'établissement? Et donc, ça, c'est évidemment, ça va dépendre de la perception de l'ensemble des acteurs, et notamment de la direction de l'école, mais de l'ensemble aussi du corps enseignant, qui à un moment donné va se dire, voilà, est-ce qu'on peut encore fonctionner dans notre école? Est-ce qu'on peut encore mettre en place le projet pédagogique qu'on a construit ensemble, avec des élèves qui ne construisent pas, sont dans des situations dans lesquelles ils ne sont plus que dans la destruction, mais aussi, qu'est-ce qu'on peut faire pour ce type d'élèves, qui sont aussi, comme Benoît l'a dit, dans des détresses psychologiques. Donc ça va être vraiment une question d'appréciation au cas par cas, et je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs, on le verra dans les ateliers cet après-midi, qui peuvent être des relais, justement pour éviter d'en arriver à ces extrémités-là. Ou alors il faut qu'il y ait un préjudice matériel ou moral grave pour l'école. Évidemment, quand des faits sont hyper médiatisés, quand des situations de harcèlement ou de violence sont hyper médiatisées, que l'école est connue, alors ça évidemment ça ramène à l'histoire, à l'idée de l'image de l'école. Quelle image est-ce que l'école va donner demain? Comment est-ce qu'elle va encore pouvoir se constituer un public scolaire? Est-ce que ça ne va pas devenir une école de racaille, puisqu'on sait que c'est une école dans laquelle il y a toute une série de harceleurs qui... donc voilà. Donc ça c'est le décret mission, et ça implique évidemment une interprétation. Alors, et je vous l'ai dit, ça c'est pour tous les types de harcèlement et pas uniquement pour le harcèlement discriminatoire. Maintenant, pour le harcèlement discriminatoire, on a une série aussi de possibilités qui sont des possibilités, je vais dire, qui peuvent intervenir dans des situations extrêmes. Mais qu'est-ce qui peut se passer quand on est dans une situation de harcèlement discriminatoire? Quand un élève ou un groupe d'élèves harcèle, par exemple, sur base de son origine raciale, constamment, un autre élève en lui disant « t'es qu'un singe, retourne dans ton pays, va manger tes bananes, etc. » et que, quelque part, on est dans une situation où l'élève, et on vient à des cas de violence verbale ou matérielle, eh bien, le décret anti-discrimination prévoit la possibilité de demander pour la victime de harcèlement, et donc ici en l'occurrence pour les parents de l'élève, ou pour l'élève s'il est majeur, de demander au tribunal de première instance de faire cesser la discrimination. C'est-à-dire que le tribunal va constater que la discrimination existe, il va se baser là-dessus sur une série de faits, sur un tissu de faits qui vont lui permettre de présumer que oui, il y a bien une situation de harcèlement. Et donc il ne faut pas qu'on ramène toutes les preuves, il faut qu'on ramène au juge des indices, notamment avec des témoignages et autres, qui vont permettre au juge de dire « mais oui, on est bien dans une situation de harcèlement ». Et en fait, au lieu de punir l'auteur, parce qu'on est dans une approche qui n'est pas pénale ici, le juge va dire « je voudrais que ça s'arrête ». Et il va mettre en demeure, si vous voulez, l'établissement scolaire, mais aussi l'auteur des faits ou ses parents, s'il n'est pas majeur, d'arrêter la situation de harcèlement. Et pour ça, il peut même dire « eh bien voilà, 1 000 € d'amende par jour de retard, par exemple, tant que la situation de harcèlement ne change pas, ne s'arrête pas, tant que la situation au sein de l'établissement scolaire n'est pas remise en état. » Et donc, ça, c'est vraiment une sanction qui peut être extrêmement lourde, à la fois pour l'établissement, qui est tenu de prendre une série de décisions pour faire cesser le harcèlement, et aussi pour l'auteur ou l'école. Et puis, il y a un dédommagement forfaitaire de 1 300 € qui est également prévu dans le décret.
Alors, on peut discuter du volume, du montant des dédommagements forfaitaires, mais ce n'est pas la question ici. Pour que ça soit vraiment dissuasif, il faudrait vraiment que ça soit du dédommagement. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est un autre débat. Alors, je vous ai parlé du harcèlement pénal. Et donc, pour qu'on puisse appliquer l'article 442 bis relatif au code pénal, il faut évidemment qu'on soit devant un élève qui a atteint la majorité pénale, qui est majeur. On peut écoper d'une amende, je vous l'ai dit, d'une peine de prison, et il y a des circonstances aggravantes, je vous l'ai expliqué, en cas de crime de haine. Et il reste toujours la responsabilité civile de l'auteur du harcèlement. Donc, le harceleur qui dispose du discernement, donc il ne doit pas nécessairement être majeur ici. Hein. Ça veut dire que pour être puni pénalement, il faut être majeur. En tout cas, pour encourir une peine devant un tribunal correctionnel, il faut être majeur. Maintenant, pour être responsable civilement, il faut avoir le discernement. Ça veut dire qu'on pourrait considérer que l'élève qui a 13, 14, 15 ans, 16 ans et qui commet des actes de harcèlement pourrait être tenu de dédommager. Il commet une faute et en raison de cette faute a généré un dommage, et donc ce dommage qui est dû directement à la faute commise doit être réparé.